Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Quelle est aujourd'hui la situation des migrants et des réfugiés en Europe, 2 ans après le début de ce qu'on a appelé une crise? On verra tout à l'heure si c'est le bon mot, sans doute pas d'ailleurs. Alors que vous le savez, les associations humanitaires, des ONG parlent de chaos en Méditerranée avec l'accélération et la reprise des traversées et des morts, des disparitions qui vont avec. Où en est effectivement l'Union européenne? Le débat sur les migrants qui a existé au cours des mois précédents, on a l'impression qu'au cours de ces derniers mois, il a un peu disparu. Il revient à l'heure actuelle comme le refoulé sombre, on va dire, de l'Europe. Vous en avez débattu, vous, députés européens, notamment ce matin, au cours de la session plénière. Vous donc, Sylvie Guillaume, bonjour, députée socialiste et démocrate. Younous Omarjee, vous êtes député de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, et Stelios Koulouglou, merci également d'être avec nous. Vous êtes député grec, membre de Syriza, je le rappelle, et vous êtes également membre de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Alors on va rappeler les chiffres, non pas parce qu'on aime rappeler ces chiffres, parce que ce ne sont pas des chiffres. Derrière ces chiffres, il y a des drames humains, des réalités humaines, des conséquences, des ramifications, mais on va le dire quand même. 1711 personnes ont péri en mer depuis le 1er janvier, c'est-à-dire depuis moins de 6 mois. Ce sont les chiffres de l'ONU. Au cours de ces dernières semaines, le mouvement s'accentue, notamment entre les côtes libyennes et les côtes de la Sicile, entre la côte turque et les îles de la mer Égée, chez vous en Grèce, Stelios, et puis également dans le détroit de Gibraltar, où il y a des migrants qui disparaissent. La dernière semaine de mai, je crois que 10 000 migrants ont été secourus au large de la Libye, 10 000 migrants, et 58 sont morts et 100 ont été portés disparus. Alors, j'allais dire, comment les uns et les autres, est-ce que vous réagissez aujourd'hui, au mois de juin, ici, alors que les associations, je disais tout à l'heure, les ONG, les associations de secours poussent des cris, poussent un cri d'alarme sur cette nouvelle situation des migrants en Méditerranée spécialement. Est-ce que vous pourriez réagir, Sylvie Guillaume, à ça? Vous dire un petit peu ce que Oui, vous je veux pensez. bien réagir à votre questionnement qui est large parce que c'est effectivement pas un mouvement ponctuel. Il faut vraiment voir cette question de la migration dans une échéance plus large. Mais avant peut-être de vous répondre, je voulais insister sur le degré d'infamie qu'il peut y avoir dans ce type de pratique, notamment avec des passeurs qui sont très actifs dès qu'il s'agit de profiter des migrants. Il y a même une sorte de catégorie encore supplémentaire qui est venue se greffer dans l'abjection, puisqu'on a su qu'il y a peu de temps, un groupuscule qui s'appelle Génération Identitaire avait levé des qu'on en fonds parle, bien sûr, via PayPal, qui fort heureusement, un peu tardivement quand même, vient de retirer la possibilité de collecter des fonds. Mais ce groupuscule ultra collectait des fonds pour empêcher les bateaux, oui. pour saboter les sauvetages en mer. Alors moi, je veux bien ce qu'on veut. On peut avoir ici ou là une opinion différente sur les mouvements migratoires. Je pense que ça n'est pas le cas autour de notre table, mais sachons que ça existe. Voilà. Mais aller jusqu'à contourner le droit de la mer, mettre la vie des gens en danger, empêcher qu'on aille les sauver, en se revendiquant d'une espèce de pureté raciale, ça, franchement, je pense qu'il faut vraiment être extrêmement ferme sur cela. Et j'ai fait partie de ceux qui ont d'ores et déjà écrit au ministre de l'Intérieur français et au ministre de l'Intérieur italien pour que ceux-ci, non seulement condamnent ce qui se passe moralement, c'est inacceptable moralement, mais prennent des sanctions vis-à-vis de ce type de groupuscule. Je ferme cette parenthèse qui n'est pas tout à fait une parenthèse. J'avais prévu qu'on en parle, effectivement. Voilà, oui. c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument abject vis-à-vis des personnes dont vous rappelez que, indépendamment de leur statut et indépendamment du nombre qu'elles sont, ce sont d'abord des gens qui fuient une réalité qui, quelquefois, attentatoire à leur vie. Moi, ce que j'ai envie de vous dire vis-à-vis de ça, je ne veux pas être trop longue pour laisser la parole à tout le monde, c'est dire qu'il faut une nouvelle fois dire que cette question doit se juger à l'aune de la solidarité que les États membres se doivent les uns avec les autres. Moi, j'en ai marre qu'on dise l'Europe ne fait pas ceci, l'Europe ne fait pas cela. La réalité,
de ce qui se passe, c'est que dans les États membres qui sont sollicités pour faire ce partage de responsabilité dans la prise en charge des gens qui fuient, par exemple, la Syrie pour des raisons d'atteinte à leur vie, il faut que ces États membres puissent remplir les obligations collectives qu'ils ont entre eux. Et ceci ne fonctionne pas encore pour le moment. Je suis donc plutôt contente que la Commission ait décidé de sanctionner 3 de ces pays qui ne remplissent effectivement pas leurs obligations de solidarité, qui est un principe européen intangible. On va en reparler d'ailleurs en détail également de ce dont vous êtes en train de parler, de ces sanctions qui ont été prises. De tour de table quand même sur la réaction simplement à la situation, Younous Omarjee. Sylvie, dans son intervention, a posé tous les problèmes. Je partage son indignation, parce qu'il faut bien voir que ce sont des appels criminels et qu'on ne peut pas laisser passer. De mon point de vue, ces groupes identitaires, mais pas seulement, ne sont pas si éloignés des groupes terroristes que l'on combat à l'extérieur, parce que la philosophie est la même. C'est sur la base de discrimination, d'un sentiment de supériorité par rapport aux autres, qu'on appelle à la mort des autres, et cela nous ne pouvons pas laisser passer. La deuxième chose, c'est vrai qu'il y a une situation de crise et d'urgence humanitaire, mais il faut prendre un peu de recul aussi, et nous en parlerons, sur la question des migrations. Nous sommes face à une révolution à l'échelle planétaire. Ce matin, on évoquait les chiffres. Je veux toujours placer comme ligne d'horizon 2100. Parce que 2100, c'est une vie. Un enfant qui naît aujourd'hui sera en vie en 2100. La population mondiale se stabilisera peut-être en 2100 autour de 11 milliards d'habitants. L'Afrique aujourd'hui, c'est 1,2 milliard d'habitants. En 2100, le continent africain sera peuplé de plus de 4,2 milliards de personnes. Le Nigeria, 900 millions d'habitants, à peu près l'équivalent de tout ce que le continent africain compte d'âmes aujourd'hui. Cela veut dire que nous devons trouver les agencements mondiaux pour que cette révolution qui est en marche s'accomplisse dans des conditions harmonieuses, d'apaisement, plutôt que dans des déchirements qui autrement seront encore plus graves que ce que nous voyons aujourd'hui et qui n'en sont que les prémices. Et c'est pourquoi il y a un travail profond, pédagogique, culturel à faire auprès des Européens pour que le regard porté sur les autres et sur les Africains soit un regard plus apaisé et non pas que les étrangers et les migrants soient perçus comme un danger et une menace potentielle pour ce qui fait la civilisation européenne qui est en mouvement. Donc ce sont ces questions-là qui doivent être posées. Bien sûr, il faut répondre aux crises actuelles, elles sont terribles, et aux urgences telles qu'elles ont été rappelées. On va en reparler effectivement, des moyens d'améliorer au moins la situation immédiate actuelle. Stelios Kouloglou, tout de même, sur la situation, évidemment, la Grèce est concernée au premier titre, on l'a dit tout à l'heure. Quelle est la situation aujourd'hui en Grèce? Où est-ce qu'on en est? Alors, sur, à proprement parler, les mouvements de migrants vers la Grèce à l'heure actuelle, et sur l'autre aspect dont on parlait il y a quelques instants, parce que rappelons-le, il y a 2 pays qui aujourd'hui, pour cause de manque de solidarité, dont on parlait il y a quelques secondes également, des autres pays européens, se trouvent en première ligne pour garder, enfermés dans leurs frontières à eux, les migrants ou les réfugiés. C'est la Grèce et c'est en partie aussi l'Italie. Quelle est la situation actuellement en Grèce? Alors, il n'y a pas à ce moment-là les grandes vagues qu'on avait il y a un an, mais quand même, entre 50 et 100 personnes arrivent chaque jour à Lesbos, à Chios, aux îles proches de la Turquie. Alors ça fait, si on compte par exemple pour Lesbos, qui a été d'ailleurs touché par un tremblement de terre assez grave il y a quelques jours. Alors si on compte 50 personnes, ça fait pour un mois 1500 personnes, qui est beaucoup,
qui est beaucoup pour une île qui est si touchée déjà par la crise des réfugiés, où il y a des camps de réfugiés qui attendent que leur appel à l'asile soit examiné. Alors il y a un retard tant au niveau du personnel qui a été promis par l'Union européenne que aussi par le matériel pour l'identification et le processus pour l'asile. Alors là, on aggrave le problème. Alors ça, en ce qui concerne les îles, où il y a aussi un problème de l'extrême droite qui monte et qui essaie de profiter de la situation. Tandis que la quai des Grecs, jusqu'à ce moment-là, était très chaleureux et ouvert. En ce qui concerne ça, c'est aux îles les plus touchées. En ce qui concerne le continent grec, là, la situation s'améliore. Il y a à peu près 50 000 personnes qui sont bloquées à ce moment-là. Il y avait une délégation des députés du Parlement européen qui était là récemment. Sylvie Guillaume y est allé aussi il y a quelques mois de ça, un an et quelques. Je suis allée en Turquie. En Turquie, pardon. Oui. De l'autre côté. Non, en Grèce, ils ont dit que la situation, ils ont conclu que la situation améliore. Il y a aussi des différences, les différents liens par rapport aussi aux habitants, à l'infrastructure et tout ça. Et on a beaucoup fait sur l'éducation des jeunes réfugiés qui sont à un âge pour aller à l'école. Là, ils ont beaucoup fait. Mais quand même, comme vous savez, l'État grec, l'économie grecque est beaucoup touchée par la crise. Il n'y a pas d'argent. Encore, on a des négociations et des négociations tout le temps avec les créanciers. Mais M. Schäuble ne veut pas trouver un accord et tout ça. Et ça aggrave les choses. La situation. Alors, on va en parler. On va parler avec vous de cette question sur l'accueil très spécifique, sur l'accueil des migrants à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui, Sylvie Guillaume, fonctionne mal malgré tout en Europe? Vous parliez tout à l'heure de ce manque de solidarité d'un certain nombre d'États. Il y a les États, vous l'avez dit, qui refusent carrément d'accueillir des migrants et pour lesquels l'Union européenne va prendre des sanctions, on en dira un mot tout à l'heure. Il y a aussi, j'allais dire, la moyenne des États qui ne font pas grand-chose non plus. Si on regarde les chiffres de réalisation des objectifs qui avaient été initialement fixés ne sont pas suivis, y compris pour les demandes d'asile, ou pardon, c'est moi qui parle, ça vous parlez, mais y compris pour les demandes d'asile où un pays comme la France en est par exemple à 10% des demandes qu'elle avait sur lesquelles elle s'est engagée. En termes de demandeurs d'asile, c'est le chiffre qui... On ne peut pas s'engager sur une demande d'asile parce que c'est individuel. Non, mais de les alors, c'est pas sur les demandes d'asile. Alors, peut-être, si vous voulez bien, sur ces chiffres-là, en ajoutant quelque chose à ce que disait fort bien tout à l'heure Younous, mais en y ajoutant une chose supplémentaire, je suis parfaitement d'accord sur l'analyse en termes de démographie, tu dois y ajouter en plus la question du climat. Parce que, évidemment, c'est pareil sur le temps long, on ne va pas demain avoir un changement climatique qui va générer un mouvement de population massif dans la minute, mais le changement climatique créera des mouvements de population parce que l'eau sera raréfiée et que les cultures n'existeront plus. Donc ça, il faudra le prendre en compte aussi, sachant que, mais c'est juste une parenthèse, que la plupart des migrations d'ailleurs ne se font pas vers le nord. Les migrations sont souvent dans le loco-régional, les gens se déplacent dans la grande région autour et l'espèce d'afflux hypothétique dont on entend parler n'est pas du tout celui de la réalité des 60 ou 70 millions de personnes qui se déplacent chaque année. J'ajoute ça parce que quand on voit les déclarations du président américain et d'autres, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un déni de réalité féroce. Je reviens sur vos chiffres pour les préciser, parce que je trouve que je me les suis imprimés. Il y a deux phénomènes deux processus sur lesquels les États membres s'étaient engagés. La relocalisation, et là, sur les 160 000 personnes, 160 000, plusieurs millions se sont déplacés. Énorme. Il y en a 5 millions en Turquie, 1,5 million au Liban et 1,5 million en Jordanie. Bref, 160 000 personnes à relocaliser. À ce stade, c'est-à-dire au 13 juin,
20 869 personnes ont été relocalisées, soit 12% de l'objectif total pour tous les États membres. Donc évidemment, on est loin du compte. Et le deuxième phénomène, qui est la réinstallation, au 13 juin toujours, sur les 22 000 personnes prévues, 16 000 se sont effectivement réinstallées. Et là où il faut regarder les chiffres avec précision, même si ces chiffres sont petits, le pourcentage d'accueil dans le cadre de la réinstallation par la France est parmi les plus hauts. Donc vous voyez, il faut regarder les choses avec un peu de précision, parce qu'aucun des États membres ne réagit exactement de la même manière. Mais je crois que ce processus est le bon, c'est celui que le Parlement a longtemps, les parlementaires ont longtemps appelé de leur vœu auprès de la Commission en disant: regardez, il y a des catastrophes humanitaires, climatiques qui se préparent, des guerres et des conflits qui se développent. Il faut faire cette démarche proactive où on prend en charge collectivement les gens et on se répartit cette responsabilité. Après, il reste qu'au bout de la chaîne, objectivement, la question des conflits, les questions de pauvreté, les questions de développement sont prioritaires à traiter pour essayer, pas de tarir, mais en tout cas de ne pas obliger les gens à partir de chez eux dans ces phénomènes migratoires. C'est là aussi que doivent se gérer les choses. Et à l'arrivée aussi, je pense que nous devons collectivement, dans les États membres de l'Union européenne, faire un effort surmultiplié sur l'intégration. Vous voyez, j'ai toujours essayé de défendre ça. Ces questions sont une chaîne. Évidemment, on peut les isoler. Mais si on ne regarde pas les choses dans leur ensemble, on n'y arrivera jamais. Younous Omarjee, oui. Je suis vraiment totalement d'accord avec toi. On a beaucoup de convergences. Partir, c'est toujours une souffrance. Mais à la fin des fins, s'il y a cette intégration, cet effort fait en faveur de l'intégration, elle peut être une chance pour tous. Je viens d'un pays où la totalité de notre population, l'île de la Réunion, est immigrée à l'origine. Mes arrière-grands-parents viennent du Gujarat. Ils ont quitté un petit village dans le nord de l'Inde, ils ont fui la pauvreté. Et je sais ce que ça a été pour eux, à 13 ans, de partir avec un baluchon en laissant les parents derrière. Une souffrance terrible. Mais à la fin des fins, ça a été une chance pour tous et peut-être une chance pour l'Europe, puisque je suis aujourd'hui député européen. Il y a aussi un point qu'il faut rappeler aux Européens. Lorsque l'Europe a connu son expansion, sa révolution industrielle, elle a pu déverser son surplus de population sur des continents entiers. En Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud, mais aussi en Australie, etc. Et le problème a été ainsi réglé. Aujourd'hui, vous avez cette question du changement climatique, vous avez cette question de révolution démographique, et il faut pouvoir contenir toutes ces personnes dans les limites du continent. Sylvie a raison de dire que les migrations se font aujourd'hui surtout entre les pays africains. On en parlait hier. Donc, sur un exemple ce sont les agencements mondiaux plus égalitaires qui vont permettre à la fin des fins de trouver des solutions pacifiques à cela. Enfin, sur la question de l'application, je fais partie de la commission régie, je me bats contre les conditionnalités macroéconomiques. C'est-à-dire qu'on punit un État lorsqu'il ne respecte pas les critères sur la dette et le déficit. Sauf que je constate qu'il n'y a pas de pilier pour punir les États qui bénéficient des fonds structurels lorsqu'elles ne respectent pas les droits, plus largement que d'ailleurs l'accueil des réfugiés, lorsqu'elles ne respectent pas les droits fondamentaux. Je continue de me battre contre les conditionnalités macroéconomiques. Mais si elles devaient être confirmées dans les futurs règlements, eh bien je suis d'accord avec l'Allemagne pour dire, je suis peut-être le seul à la gauche à dire cela, mais pour dire, oui, créons un deuxième pilier de sanctions pour ces pays qui sont très consommateurs des fonds structurels et qui respectent de moins en moins les droits fondamentaux. Et nous ferons l'équilibre aussi pour montrer que le projet européen, ce n'est pas seulement la dette, le déficit, le respect des critères,
économique, ce n'est pas seulement l'économique. L'Europe, c'est d'abord et avant tout des valeurs et il faut qu'on le retrouve dans l'ensemble de nos règlements. D'autant que ces pays dont on parlait tout à l'heure, Pologne, Hongrie, République tchèque, c'est des pays dont on a beaucoup entendu parler au début de la crise, entre guillemets, des migrants, il y a de ça 2 ans, après l'été 2015. Pratiquement, on s'est appuyé sur ce petit groupe de pays minoritaires en Europe pour dire qu'il fallait faire attention quand même à l'accueil des migrants, etc. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous, Stelios Koulouglou, la solidarité européenne sur cette question des migrants? Ça veut dire quoi concrètement? Quel sens ça a? D'abord, pas deux poids, deux mesures. Par exemple, comme nos collègues viennent de mentionner, on ne peut pas punir les pays qui, je sais pas, ils n'obéissent pas aux disciplines budgétaires strictement de 0,2%. On les menace, il y a des ultimatums et tout ça, tandis que sur les droits fondamentaux, sur les droits fondamentaux, sur les idées fondatrices de l'Europe, il ne se passe rien d'abord. Alors, on ne peut pas continuer à faire ça. Et ça se passe avec l'accord et la tolérance de Berlin aussi. Parce que Berlin a aussi essayé, après une première ouverture, après les dégâts politiques, Mme Merkel a essayé de mettre le problème sous le tapis en faisant cet accord avec Erdogan. Et tout ça. Et personne plus ne parle pas pour la question des réfugiés, comme si les réfugiés sont disparus miraculeusement, comme ça, comme un miracle. Disons, l'autre chose qu'il faut faire aussi, c'est pas. Je ne suis pas complètement d'accord avec Sylvie en ce qui concerne la comparaison entre la France et la Slovaquie, parce qu'on ne peut pas comparer, comme les Britanniques disent, les oranges avec les pommes. Oui, mais je veux dire que la France a une grande tradition d'ouverture. C'est le pays des Lumières, d'ouverture envers les réfugiés, chose qui n'est pas le cas, par exemple, avec la Croatie. Tu sais ce que je veux dire. Oui, tu as raison de dire que les cultures d'accueil sont différentes. Je suis d'accord. Oui, et en plus, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que ce qui vraiment me fait très m'indigne, me fait très fâché, c'est qu'il y a des pays, soit dans l'Union européenne, soit dehors, qui sont responsables pour le chaos des réfugiés actuels et qui ne veulent pas prendre aucune responsabilité. Et aussi, je vais mentionner les États-Unis de M. Trump, et les Britanniques, la Grande-Bretagne. Parce que ces réfugiés fuient aussi, échappent de l'État islamique. Et l'État islamique est la création, le Frankenstein de M. Blair et de M. Bush. Des États-Unis et de la Grande-Bretagne après l'invasion de l'Irak notamment, et aussi après les différentes interventions au Moyen-Orient avec la Syrie, le bombardement, la Libye et tout ça. Alors, les résultats, ils ne veulent pas l'accepter. Ils votent pour le Brexit, pour échapper au problème, fermer les frontières, et aussi M. Trump, qui est le successeur qui vient de le même camp de Bush, veut construire un mur pour que les réfugiés ne puissent je mentionne aussi, oui, c'est pour les Mexicains. Et l'administration Obama a accueilli un nombre assez important de réfugiés avant que justement Trump essaye d'y mettre un. Ce qui est certain, c'est que je suis en désaccord. Je suis en accord avec toi sur le fait qu'on doit être en désaccord sur les murs. Effectivement, non, ça ne règle pas le problème. Seulement. Et aussi, je mentionne
Je me réfère à la loi anti-islamique Ce qui est certain, c'est que les puissances européennes, les grands pays européens interviennent dans une guerre qui est la guerre en Syrie, et en partie certains d'entre eux sont intervenus également dans ce qui s'est passé en Irak et également en Libye. On a une part de responsabilité active dans la situation qui découle de ces guerres qui ont été menées quand même par des pays européens, il faut le dire, dans ces pays-là, clairement. Enfin, c'est quelque chose qu'on rappelle jamais assez, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des questions qui nous sont étrangères, totalement étrangères, comme si ça ne dépendait absolument pas de notre... Une fois qu'on a dit cela, voilà, c'est exactement. Voilà. C'est ce qu'on est depuis le début, oui. C'est-à-dire, à peu près tout le monde sait, je veux dire, le chaos qu'a été l'aventure en Libye, en Irak, aujourd'hui en Syrie. Une fois qu'on a situé les responsabilités, qu'est-ce qu'on fait? Nous, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. On ne peut pas s'en laver les mains. Non, évidemment, il y a une origine. Maintenant, il faut travailler à des solutions et à des solutions partagées par l'ensemble des pays européens, des solutions soutenables pour les populations européennes, parce qu'il faut faire aussi, et c'est ce que je disais, il faut faire avec les peuples européens, au niveau de conscience qui est le leur aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est une question que j'allais vous poser. Il faut ramener les questions de culture, presque des questions philosophiques, d'éducation peut-être populaire, au cœur de ce débat. Et voilà. Je pense que c'est très important. Et Sylvie a commencé en parlant de la question du racisme, du sentiment de supériorité de civilisation sur d'autres. Et c'est vrai que tout ceci rejaillit aujourd'hui. Oui. Et il est bien clair évidemment que la manière dont sont perçues les questions de migration à l'heure actuelle est un élément dominant, déterminant dans la manière dont les problèmes peuvent être résolus. Quel est votre sentiment? On parle quand même malgré tout des questions de migrants et d'immigration de manière plus soutenue depuis maintenant 2 ans en Europe. Comment vous voyez l'évolution de l'opinion sur cette question? En France en partie ou en Grèce, vous l'avez dit en partie Stelios. Sylvie Guillaume, comment vous sentez les choses à l'heure actuelle dans un pays comme la France? Est-ce que vous pensez que les Français, on a des exemples quand même, de beaucoup d'exemples d'accueil de migrants où ça se passe très bien, même si les gens qui accueillent les migrants se retrouvent devant nos tribunaux, mais en dehors de ça, comment vous pensez, comment vous ressentez la manière dont l'opinion évolue par rapport aux migrants et aux réfugiés? Vous avez trouvé que tout cela est arrangé, mais je suis encore d'accord, alors cette fois-ci c'est à moi de le dire avec Younous sur la question de l'opinion publique. Ça ne sert à rien de balayer cette question-là d'un revers de manche en disant... en gros, les gens ne sont pas susceptibles de comprendre. Oui, on est en train de dire le contraire, c'est très important. Parce que souvent, c'est érigé comme... on dit, dans les États membres, les pouvoirs ont peur de leurs opinions publiques, se coulent sur l'opinion publique. C'est sans doute vrai, mais la réalité, c'est que cette opinion publique, elle existe, que quelquefois, elle est aussi manipulée par des forces qui, d'un seul coup, considèrent qu'il faut faire peur, qu'il faut jouer, je mets jouer avec... des guillemets, sur la question du déclassement, sur la question de ceux-ci ont tout, nous n'avons rien. Vous savez très bien à qui je fais allusion et à qui je pense. Ça a été des thèmes des campagnes électorales qu'on connaît en France. D'une espèce de pureté, entre guillemets, qui ont été érigées. Et notre difficulté, elle est aussi un peu là. C'est-à-dire que quand vous avez... J'en parle souvent quand je m'exprime, j'ai un peu le sentiment que quand quelqu'un a envie de manipuler l'opinion sur la question de la migration dans un sens hostile, il suffit de faire une phrase de 10 mots et vous vous en sortez. Vous accusez, vous exploitez, vous manipulez et vous balancez quelquefois en plus des mensonges, des faux chiffres, tout ce que vous voulez, c'est assez simple. Remontez le courant de la pédagogie en ne brusquant pas, en ne prenant pas les gens pour des imbéciles parce qu'ils ne le sont pas et parce que tout le monde est en capacité de comprendre, mais donner des chiffres, contre-argumenter, faire de la pédagogie, c'est un temps fou. C'est un temps fou. Plus personne n'a le temps de nous consacrer autant de temps d'écoute sur cela. Et c'est cette dissymétrie qui est terrible. Mais je pense qu'il faut qu'on continue. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue de parler fort, longtemps, clairement, pour essayer de convaincre, avec des contre-argumentations, des chiffres, de la pédagogie qui va dans le bon sens, parce que je pense que c'est assez fédérateur et que ça parlera effectivement aux gens que vous avez signalés. Parce que moi, je mets au défi quiconque
en France, je ne sais pas dans les autres États membres, mais je mets au défi quiconque de me dire qu'un accueil de personnes migrantes dans un endroit, dans un village ou dans une ville, c'est mal passé, c'est à dégénérer. J'ai interrogé le maire de Saint-Denis-de-Cabane, dans la Loire, dans ma circonscription, quelques centaines d'habitants, qui s'est pris une décision du préfet abrupte d'accueillir plusieurs centaines de personnes migrantes. Il s'est dit, je ne vais jamais y arriver, les gens dans mon village vont être débordés par ça. Il a fait un travail extraordinaire et c'est ce travail-là qui se fait la plupart du temps dans les villes et les villages français, avec beaucoup de pédagogie et beaucoup de compréhension. Et c'est aussi ce type d'exemple positif qu'il faut qu'on donne. Vous en parliez tout à l'heure, Stelios Kouloglou, à propos de la situation en Grèce. Et vous le dites souvent, on en a souvent parlé, vous dites souvent que c'est presque incompréhensible finalement que les voix de l'extrême droite, qui sont tout de même fortes en Grèce à l'heure actuelle, Haute Dorée, etc., c'est pas rien, ne réussissent pas finalement à renverser l'opinion dans l'autre sens. C'est toujours le cas à l'heure actuelle, vous nous le disiez. On est encore dans cet équilibre où les gens sont favorables, en tous les cas pas défavorables à l'arrivée des réfugiés. C'est presque un miracle ce qui se passe. Parce que moi, j'avais peur maintenant que l'extrême droite, qui a été renforcée avec la crise économique et tout ça, aurait profité beaucoup de la question des réfugiés. Mais ça, ce n'est pas le cas. Ils font des efforts dans une île plutôt de Léros, qui est une des îles près de la Turquie qui est aussi touchée, où on a eu les premières attaques contre les réfugiés, les camps de réfugiés. Mais ça reste marginal. Ça reste marginal encore. Non, c'est pour l'instant, mais nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin de l'aide pour ça, à la fois de l'aide morale et de l'aide financière, mais aussi il faut une espèce de catharsis morale. Et c'est pour ça oui, mais il faut aussi que les pays qui n'obéissent pas aux décisions prises ensemble subissent des conséquences, parce que sinon, c'est l'Europe sauf qui paie. Juste un mot pour terminer ce débat. Vous avez tous beaucoup d'activités, d'occupation derrière. S'il y avait là, tout de suite, vous en avez débattu ce mercredi matin au Parlement européen, s'il y avait des mesures tout de même un petit peu imminentes à prendre quand même, qui faciliteraient un peu les choses, vous verriez quoi, vous tout de suite, Sylvie Guillaume, dans le cadre de l'Europe et des États? Qu'est-ce qui vous semble le plus urgent? Il y en a beaucoup, on vient de le dire. Mais trop. On ne peut pas défendre qu'il faut un ensemble de mesures. On le disait au début de cette émission, il y a des cris d'alarme. Par exemple, je pense très clairement, s'il y a des choix dans les budgets européens, par exemple, à faire, il faut aussi regarder le soutien à ceux qui vont empêcher que les gens meurent en Méditerranée, par exemple, parce qu'on a cité tout à l'heure les chiffres terribles des gens qui meurent. Il faut aussi savoir qu'avec les ressources actuelles, 250 000 vies ont été sauvées grâce à l'action des ONG, et pas que des ONG, mais quelquefois des organisations européennes sur place. Et donc là, peut-être y a-t-il un signe à donner, auprès de ceux-là. Bien sûr. Un dernier mot. En un mot, ce que je veux dire, c'est que le recul des droits des étrangers, des minorités, des réfugiés, des migrants, le non-respect de leurs droits emportera aussi le non-respect des droits fondamentaux des citoyens européens. C'est un même combat et c'est ce combat qui est communément mené ici au Parlement européen dans les commissions liberté et droits. Voilà. Merci à vous, merci beaucoup. Merci également à vous qui nous avez suivis. Et puis ne manquez pas l'autre débat sur le site de l'humanité.fr. On y parle de politique européenne en matière de réchauffement climatique, notamment suite à la décision, au retrait de la signature de Trump des États-Unis. Au revoir et à bientôt. Merci.